Bonjour à tous. Alors nous voilà sur un nouveau chapitre qui va ouvrir en fait un nouveau monde dans le programme de première, enfin entre guillemets, hein, parce que c'est pas non plus. Mais disons que c'est la partie géométrique dont on a assez peu parlé cette année, puisque on a enfin terminé nos fonctions. Les suites sont bien entamées mais pas terminées. On a fait des probabilités, enfin on a fait d'autres choses, mais on a assez peu parlé de géométrie finalement. Voilà. Donc, bah, ça y est, on y arrive. Cela dit, vous verrez que oui, bien sûr, ça va être de la géométrie, mais de la géométrie qu'on appelle analytique, hein, c'est-à-dire que, enfin, sauf quelques exercices, mais globalement, ça va être de la géométrie avec des calculs, avec des outils qui nous permettent d'être assez efficaces, de ne pas avoir finalement de très longues démonstrations, etc. Donc ça s'inscrit quand même dans la suite de ce qui a été vu en seconde, c'est-à-dire que bon, on va beaucoup utiliser les vecteurs, qui déjà en seconde était un nouvel outil qui permettait de gagner pas mal en efficacité et en possibilité. Et là, bah justement, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ces vecteurs? Et il va y avoir notamment le produit scalaire. Voilà. Alors, déjà, première chose, dans cette première partie du cours, vous allez voir qu'il est quand même assez rapide en fait, hein. Je vais expliquer un petit peu d'où vient le produit scalaire, tout ça, mais on va pas vraiment définir le produit scalaire ni l'utiliser pour l'instant. J'ai pu constater que dans certains domaines, il y avait quand même pas mal de lacunes des années précédentes, quelles que soient les raisons, hein, j'ai envie de dire, c'est même pas le débat, peu importe. Donc pour ce chapitre-là, comme finalement ça fait presque un an que vous n'en avez pas vu des vecteurs, je me suis dit que je commencerai quand même volontiers par des rappels sur les vecteurs, sur en tout cas au moins les choses dont on va avoir besoin là dans le chapitre. Voilà. Donc, après une petite présentation assez rapide, finalement on va parler de choses de seconde là pour l'instant, pour pouvoir être un peu plus serein après sur les nouveautés. Voilà. Donc ne soyez pas surpris, à la fin de la vidéo, au final, vous en saurez pas beaucoup plus sur le produit scalaire. Un petit peu, mais pas beaucoup plus. Alors, quand même rapidement, donc une petite introduction hein, au produit scalaire. Euh, Déjà, comment il est arrivé finalement, parce qu'en fait, vous allez voir que le souci qu'on a avec le produit scalaire, même en tant qu'enseignant, hein, c'est qu'on a quand même un petit peu de mal. En tout cas, vraiment mathématiquement parlant, en physique, on y arrive un peu plus facilement, à donner une signification concrète. C'est-à-dire que des vecteurs, les additionner, ok, on comprend ce que ça veut dire, on les fait suivre. C'est-à-dire que je vais avoir un vecteur U, un vecteur V, je vous rappelle le principe, hein. Un vecteur U, un vecteur V, si jamais je veux les additionner, bon, ben, je prends mon vecteur V, je vais venir le caler ici, je fais le même. Et ben là, j'aurai le point A qui est le point de départ, le point B qui est le point d'arrivée. Je pourrais dire que U plus V, ben, ça revient à passer du point de départ au point d'arrivée directement. Et donc, voilà, on arrive à dessiner clairement, à comprendre en fait, en termes de déplacement, de translation, puisque je vous rappelle qu'un vecteur représente un déplacement ou une translation. Les deux mots signifient la même chose. Donc en termes de déplacement, on arrive à comprendre. U-V, ça va être la même idée, hein, sauf que moins V, j'espère que vous vous rappelez, c'est le même mais dans l'autre sens. Donc en fait, U-V, je vais l'avoir de l'autre côté. Point de départ A, point d'arrivée ici, si j'appelle C. Voilà, ça c'est U-V. Donc finalement, moins V, c'est V dans le sens inverse. Bon là aussi, pareil, on arrive à comprendre à peu près ce que ça signifie. Et ce sont les opérations que vous avez vues l'année dernière. Vous avez vu aussi multiplier par un nombre. Donc quand on multiplie par 3, bon, vous avez vu l'année dernière normalement ce que ça signifiait. En gros, ça va être surtout la longueur qui va changer. Direction ne change pas. Le sens ne change que si on multiplie par un nombre négatif. Et après, bah, la longueur va se multiplier par le nombre par lequel on a multiplié en version positive, hein. C'est-à-dire que, évidemment, la longueur ne deviendra pas négative. Bref, bon, je ne refais pas non plus tout le cours de seconde, mais en tout cas, vous aviez vu normalement ces trois opérations-là, soustraction, addition et multiplication par un nombre, en leur associant du sens. Voilà. Là, le produit scalaire, on aura un peu plus de mal à associer du sens, parce que oui, ça va être une nouvelle opération, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, ça va être euh, une manière qu'on a choisi de multiplier les vecteurs. Je dis bien qu'on a choisi parce que bon, on appelle ça une multiplication. À vrai dire, multiplier deux vecteurs, ça n'a pas un grand sens comme ça, hein. Voilà, multiplier deux déplacements, bon, quand même un peu de mal. Donc on a choisi cet opérateur-là parce qu'il y a quand même, enfin, bon, on le verra bien plus tard, ça dans le cours, un lien avec la multiplication, même dans le calcul.
Mais bon, voilà, en dehors de ça, c'est pas évident de comprendre pourquoi c'est une multiplication et finalement qu'est-ce que ça signifie de multiplier deux vecteurs. Voilà, donc soyez pas surpris. Il y a il y aura une partie de mystère quand même. Enfin, c'est pas que c'est du mystère, c'est que ça a été construit d'une certaine manière pour répondre à des besoins. Je vais en parler justement, et pas forcément parce que ça coulait sous le sens. Voilà. Donc, bon, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, justement, d'où il vient ce produit scalaire? Il vient et c'est de plus en plus courant parce que, en termes de besoins, après, on s'adapte. Mais en tout cas, historiquement, c'est quand même assez rare que ça soit dans ce sens-là, ou alors c'est moi qui suis mal documenté, c'est possible aussi. Mais en tout cas, donc c'est une opération sur les vecteurs qui provient d'un besoin qui s'est montré en physique. Voilà. Donc en physique, à l'époque, on travaillait beaucoup sur le travail des forces, l'énergie qui découlait de ce travail des forces. Euh, et par exemple, alors, enfin, j'espère que vous comprenez ce que j'entends par là. Je pense que vous l'avez vu en première là cette année, mais je vais quand même donner un exemple. Par exemple, si je prends le skieur qui est accroché à sa perche pour remonter la piste, donc on va avoir la force de gravitation, on va avoir la force de frottement parce qu'il a ses skis qui adhèrent au sol, qui glissent sur le sol en tout cas, et il va y avoir la force aussi qui provient de la perche parce qu'il se tient à la perche. Donc en fait, on a le cumul comme ça de plusieurs forces, chacune n'a pas forcément le même résultat, elle se compense pas forcément. Enfin bref, on a besoin de savoir quel est le travail de chacune. Et de ce besoin-là a découlé justement l'invention, entre guillemets, enfin, en tout cas la découverte du produit scalaire. Voilà, donc ce sont surtout les physiciens. Bon, à l'époque, les physiciens, ils étaient un peu mathématiciens aussi, hein, donc au final, bon, et ils travaillaient surtout avec des mathématiciens. Donc les uns les autres, finalement, sont arrivés à ce qu'ils ont appelé à l'époque le produit linéaire. Euh, voilà, ils le notaient avec un point ou avec une croix, comme la multiplication. Euh, Produit linéaire, alors bon, il y avait un vocabulaire comme ça autour des vecteurs, un collinéaire, etc. Bon, ça s'appelait produit linéaire. Et après, petit à petit, ça s'est appelé le produit scalaire quand on a commencé l'étudier davantage, à lui trouver toutes ses propriétés et à étendre tout ça aussi à des applications mathématiques et tant d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la physique qui s'en sert, hein, clairement, mais c'est arrivé par là. Voilà. Donc, on va déjà remplir tout ça, parce que je parle beaucoup, mais on n'écrit pas. Donc, du coup, pour les premiers mots manquants. Donc, initialement, justement, ce que j'étais en train d'expliquer, le produit scalaire de deux vecteurs, appelé au départ produit linéaire, est né des besoins de la physique, dans le but de calculer l'énergie. En fait, ça leur permettait d'isoler l'énergie de chaque force. Voilà, en quelque sorte, si j'essaie de résumer, c'est ça. Donc, dans le but de calculer l'énergie produite par l'application d'une force sur un corps en mouvement. Voilà, il s'agira toujours de corps en mouvement quand il y a des applications. Parce que bon, les forces, justement, généralement, vous en trouvez là où il y a un mouvement, hein. Il se peut que non, quand il y a justement des forces qui se compensent, etc. Mais bon, généralement, il s'agit d'un mouvement. Et justement, un vecteur symbolise un déplacement. Donc voilà, tout ça, ce ne sont pas que des hasards, hein, si les forces sont représentées par des vecteurs, etc. Bon, je passe là-dessus, je ne fais pas non plus un cours ni d'histoire des maths ni de physique, mais c'est quand même intéressant aussi de voir un petit peu que tout ça c'est lié, que les maths sont beaucoup plus utiles que ce qu'on peut penser, même si c'est abstrait ce qu'on fait, et qu'il y a un lien vraiment historique mais aussi contemporain aujourd'hui très fort entre les maths et toutes ces applications, que ce soit la physique, que ce soit même en médecine, hein, des applications des maths, que ce soit l'informatique, que ce soit l'économie, etc., etc. Voilà. Donc quand je peux, j'en parle un petit peu. Bon, avançons, cela dit. Donc ensuite, justement, ces notations et ces définitions se sont étendues et son application s'est généralisée à de nombreux domaines. À de nombreux domaines, pardon. Généralisée à de nombreux domaines. Alors, il y en a que je viens de citer, mais dans ceux que je viens de citer, il y en a pas, enfin, ils n'utilisent pas tous ce produit scalaire. Plus, plus, spécifi- plus, je vais y arriver. Plus spécifiquement,
Ce qui utilise beaucoup le produit scalaire, ça va être des applications, je dirais, de la physique. Euh, donc notamment tout ce qui est travail sur l'énergie, l'aéronautique, la mécanique, la navigation, etc. Donc justement tous ces domaines où on va avoir beaucoup de forces en fait, d'analyse de forces qui interviennent et des mouvements. Donc alors mettons, parce que bon, l'énergie j'en ai déjà parlé, alors aéronautique, mécanique j'ai dit, la navigation. Et il y en a plein d'autres hein, là j'oublie, mais on a généralisé l'utilisation de produits scalaires à beaucoup de choses. On va mettre etc. Voilà. Et donc c'est devenu finalement un outil mathématique aussi, qui après s'est appliqué à d'autres choses que la chose dont il était issu au départ. Et en maths d'ailleurs, on a bon, il y a plein d'applications. Nous, en tout cas, cette année, on s'en servira, cette année et l'année prochaine, on s'en servira notamment pour analyser assez vite, étudier assez vite l'orthogonalité de droites ou de deux vecteurs, savoir s'ils sont orthogonaux ou pas, c'est-à-dire perpendiculaires. Hein. Donc ça aussi, je pense que vous avez déjà constaté dans les années précédentes que c'était une question qui revenait assez souvent. Chaque année, on le fait avec les outils qu'on a. Et c'est de mieux en mieux. Donc là, vous allez voir que c'est un outil qui est quand même très efficace pour savoir si deux vecteurs sont orthogonaux ou bien deux droites, puisqu'il suffit de prendre ces vecteurs, leur vecteur directeur. Voilà. Donc, du coup, si je reprends ma phrase, nous verrons en outre qu'il s'avère très efficace pour prouver l'orthogonalité ou la non-orthogonalité d'ailleurs, hein, ça marche aussi, de deux droites ou vecteurs. Voilà. Donc, du coup, le produit scalaire constitue une nouvelle opération, ça on l'a dit. Entre deux vecteurs. Voilà, en plus de ce qui a déjà été vu donc en seconde. Du coup, comme je l'avais annoncé, je vais laisser cette nouveauté qui est le produit scalaire juste de côté pendant un tout petit moment pour faire quelques rappels pour qu'on soit sûr d'avoir tous des bases correctes qui ne viennent pas freiner après les apprentissages sur le produit scalaire. Parce que le souci, c'est que si vous n'avez aucune connaissance sur les vecteurs, en fait, c'est vraiment double, voire triple difficulté pour vous, puisque là, je vais vous faire quelque chose qui nécessite justement l'acquisition des vecteurs. Donc, sur les vecteurs, notamment, ce ne sont pas les seules choses qui vont nous servir, mais notamment, on va avoir besoin d'être en capacité de reconnaître ou de calculer les coordonnées d'un vecteur, de savoir ce que ça signifie aussi, et aussi de calculer la norme d'un vecteur. Voilà, vous allez voir que dans tout ce qu'on va revoir, disons, sur les vecteurs, on ne se servira pas de tout de suite, mais chaque chose qu'on voit là sera utilisée dans le chapitre. Donc j'ai tout rassemblé là comme rappel en début de chapitre. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, si, je sais que vous vous rappelez, en général, on vous donnait des points dans un repère avec des coordonnées. Ce n'était pas une obligation, on peut aussi faire des vecteurs sans coordonnées. On verra d'ailleurs des exercices, nous, où il n'y en aura pas. Mais en tout cas, ce que je voulais rappeler, c'était les formules qui concernent les coordonnées. Donc justement, imaginons que vous avez deux points dont vous connaissez les coordonnées. Je me place dans un repère orthonormé, j'expliquerai après pourquoi. Déjà, première chose, un vecteur AB, j'espère que vous vous rappelez de ça. Je peux le noter soit A et B si j'ai le point de départ et le point d'arrivée, qu'on appelle donc origine et extrémité, soit avec une seule lettre, en minuscule en général, et on met une flèche dessus. Voilà, donc soit AB, soit U. Et si je l'appelle U, je ne spécifie pas le point de départ. Donc ça veut dire que le même U peut se trouver là, comme il peut se trouver... Oula, comment ça a pu se ressembler, mais U, et comme il peut se trouver là, etc. C'est-à-dire qu'un vecteur représente vraiment un déplacement. Donc il n'est pas forcément figé à un endroit dans le plan. Si on vous dit AB et que le point A, vous avez ses coordonnées, forcément, vous ne pouvez pas le tracer ailleurs. Mais encore que, finalement, on pourrait dire, machin, c'est le représentant de AB et il est égal à AB. On pourrait même aller jusque-là. Mais disons qu'en général, quand on vous demande le tracé, qu'on vous place un point A et qu'on vous demande AB, bon, on attend que vous le traciez à partir du point A. Mais en théorie, voilà, un vecteur n'a pas forcément une origine, il représente un déplacement. Voilà. Donc je peux effectuer le même trajet en partant du point que je veux. Bref, voilà, donc soit U, soit AB.
Et donc, première chose que j'aimerais qu'on rappelle, c'est la formule pour déterminer les coordonnées du vecteur. Donc, je vais écrire la formule et puis après, on va rappeler un petit peu ce que ça signifie aussi, parce que bon, j'ai la chance de l'avoir fait avec un des groupes, là, cette partie dans la semaine, donc je sais à peu près les questions qui se sont posées. Alors, le vecteur U, donc AB, puis ce sont les mêmes, a pour coordonnées. Alors, les coordonnées sont dans un repère, il y a une abscisse et une ordonnée. Donc, il y a deux nombres quand on vous demande les coordonnées déjà, hein, première chose. Parce que j'ai vu de tout quand même. Hein. On m'a proposé des choses assez loufoques. Mais bon, je ne citerai personne. Donc, j'espère, ça va vous rappeler quelque chose, je pense, normalement, à tous. XB moins XA si je veux calculer AB. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je fais la deuxième lettre moins la première. Il n'y a pas de logique d'alphabet. C'est toujours la deuxième qui est écrite, d'accord, celle de droite, moins celle de gauche, quelles que soient les lettres. Et en dessous, pareil pour Y. Vous constatez que je mets en colonne les coordonnées. Ce n'est pas une obligation. Hein. Les coordonnées à vecteurs, on peut aussi les écrire en ligne, c'est autorisé. Mais les écrire en colonne, ça permet de ne pas confondre les vecteurs et les points, justement. Parce que les deux